Quel est le secret d'Ibrahim Traoré qui fait trembler les grandes puissances? En à peine 3 ans, ce jeune président, totalement inconnu il y a peu, a réalisé au Burkina Faso ce que bien des chefs d'État n'ont jamais osé tenter pendant toute une vie. 5 usines industrielles majeures, dont 2 réputées fatales à ceux qui avaient tenté de les construire avant lui, ont vu le jour sous sa présidence. Un défi direct à l'ordre établi et un pari que beaucoup pensaient impossible à relever. Mais l'audace de Traoré ne se limite pas à l'industrialisation. Sa méthode s'attaque à la racine même de la dépendance du pays. Il remet en cause le système post-colonial et refuse que le Burkina Faso continue de dépendre de puissances étrangères pour son développement. Résultat, le pays s'affirme comme un exemple rare de prise de contrôle de ses propres ressources et de rupture avec l'ancien modèle qui maintenait l'Afrique sous tutelle. Ce choix n'est pas sans risque. Les précédents présidents ayant voulu construire certaines de ces usines ont payé de leur vie cette volonté d'indépendance. Alors comment Traoré a-t-il réussi là où d'autres ont échoué? Quelle stratégie lui permet de tenir tête à la pression internationale? Si vous manquez cette histoire, vous passez à côté d'un moment géopolitique décisif, car ce qui se joue au Burkina Faso pourrait bien bouleverser l'ordre économique mondial et inspirer une nouvelle ère pour l'Afrique. Pour comprendre l'ampleur de ce bouleversement, il faut revenir sur les toutes premières décisions de Traoré, celles qui ont marqué un tournant décisif pour le pays. Pourquoi le ciment et l'automobile sont-ils bien plus qu'une question d'usine? Parce que sans ces 2 piliers, aucun pays ne peut véritablement construire son avenir. Ibrahim Traoré l'a compris. La clé du développement, c'est de produire localement ce dont le peuple a besoin au quotidien, et de le faire en s'affranchissant des dépendances extérieures qui enferment l'Afrique dans la pauvreté structurelle. Prenez le ciment, par exemple. Impossible de bâtir des écoles, des routes ou des hôpitaux sans ce matériau de base. Pendant des décennies, le Burkina Faso était dépendant des importations, ralentissant chaque projet national. Traoré a changé la donne. En mars 2025, il inaugure l'usine Sisino B, fruit d'un partenariat stratégique entre le Burkina Faso et la Chine. En quelques mois, cette usine devient opérationnelle et génère plusieurs centaines d'emplois directs et indirects. C'est une bouffée d'oxygène pour l'économie, mais surtout une première pierre posée vers la souveraineté industrielle. Mais Traoré ne s'est pas arrêté aux infrastructures. Il s'est attaqué à un autre symbole de puissance, l'automobile. Jusqu'ici, la majorité des véhicules circulant au Burkina Faso étaient importés d'Europe ou d'Asie, souvent usés et coûteux à entretenir. Pour rompre ce cercle vicieux, le pays lance sa première marque automobile entièrement burkinabé, Itawa. Ici, ce n'est pas juste une usine, c'est une révolution. Produire ses propres véhicules, c'est reprendre le contrôle de sa mobilité, de ses emplois et de son image à l'international. Avec Sisinobe et Itawa, le Burkina Faso pose les fondations d'un développement endogène. Mais ignorer ces enjeux, c'est passer à côté de la recette qui permet à une nation de briser le cercle de la pauvreté imposé depuis des générations. Ne pas voir l'importance de ces projets, c'est ne pas saisir ce qui distingue un pays qui subit son destin d'un pays qui le façonne. Mais pour une vraie transformation, il ne suffit pas de produire du béton ou des voitures. Traoré le sait, l'agriculture reste la colonne vertébrale du Burkina Faso, et c'est dans ce secteur qu'il va déclencher sa prochaine révolution. Pourquoi chaque nouvelle usine au Burkina Faso devient-elle un acte de guerre économique? Parce qu'à chaque étape vers l'autosuffisance, le pays s'attaque directement aux intérêts étrangers, qui depuis toujours profitent de sa dépendance. Après le ciment, puis l'automobile, Ibrahim Traoré passe à un secteur clé et souvent négligé, l'agriculture. Jusqu'à présent, des centaines de milliers de tonnes de tomates étaient beau gaspillées chaque année, faute d'infrastructures pour les transformer sur place. Résultat, le Burkina Faso restait dépendant des importations même pour ses propres récoltes. Pour briser ce cercle vicieux, 2 usines de transformation de tomates, financées à 100% par des capitaux burkinabés, viennent d'ouvrir leurs portes. Une troisième, déjà en construction, s'apprête à renforcer cette révolution alimentaire. Désormais, une grande partie de la production nationale de tomates est valorisée localement, créant des emplois et coupant court à l'emprise des importateurs étrangers. La même logique s'applique au secteur du lait. L'usine Faso Kosom, entièrement burkinabé, transforme le lait produit localement. Et ce n'est qu'un début. 3 autres sites sont déjà programmés pour permettre au pays de répondre à ses propres besoins laitiers plutôt que d'acheter du lait en poudre venu d'Europe. À chaque fois, la stratégie est la même. Transformer la matière première sur place, créer des chaînes de valeur nationales et surtout réduire la dépendance qui fragilise le pays depuis l'indépendance.
Mais chaque usine de plus, chaque tonne transformée localement, signifie aussi une part de marché en moins pour les multinationales étrangères. À mesure que la souveraineté industrielle progresse, les pressions internationales s'intensifient et le risque de déstabilisation augmente. Pour Traoré, chaque inauguration est une victoire, mais aussi un pari risqué sur sa propre survie politique, car l'histoire africaine l'a montré. Ceux qui s'attaquent frontalement aux intérêts coloniaux courent toujours le risque du coup d'État, ou pire. La prospérité future du Burkina Faso dépend donc de la capacité du président à résister à ces pressions, tout en gardant la mobilisation nationale intacte. Pourtant, les prochains projets industriels de Traoré sont encore plus ambitieux, et surtout non plus dangereux. Ce sont précisément ces initiatives qui ont coûté la vie à d'autres chefs d'État africains avant lui. Jusqu'où peut aller un pays qui ose reprendre la main sur ses ressources stratégiques ? C'est la question qui brûle toutes les lèvres alors que le Burkina Faso de Traoré prend des décisions que beaucoup qualifieraient de suicidaires ou de visionnaires. Le pari le plus explosif, l'accord nucléaire signé avec la Russie et pas avec n'importe qui. Rosatom, le géant russe du secteur, va construire la toute première centrale du pays. Pour les Occidentaux, c'est un signal d'alarme rouge. Derrière le sourire diplomatique, la tension est extrême, car le nucléaire, tout le monde le sait, a toujours un double visage. Officiellement, l'objectif est de doter le Burkina Faso d'une énergie propre, abondante et indépendante. Mais le monde entier sait que le nucléaire civil, entre de mauvaises mains ou sous pression, peut se transformer en arme. Une telle bascule ferait du Burkina un acteur majeur et bouleverserait tout l'équilibre géopolitique de la région. Mais ce n'est pas tout. En parallèle de cette aventure atomique, Traoré lance le chantier de la souveraineté sur l'or. Pendant des décennies, le pays a exporté son or à l'état brut, laissant la plus grande part du gâteau aux multinationales étrangères. Aujourd'hui, le Burkina Faso construit sa propre raffinerie nationale. L'objectif ? Transformer sur place l'or extrait du sol et multiplier les revenus de l'État par 10. C'est une révolution industrielle qui attaque au cœur le système hérité de la colonisation. Si ce modèle réussit, ce sera un séisme. D'autres pays africains, inspirés par l'exemple burkinabé, pourraient en suivre le même chemin. Imaginez l'effet domino. L'Afrique cesse d'exporter ses ressources brutes, raffine, transforme et vend avec une vraie valeur ajoutée. C'est l'économie mondiale de l'or et bien au-delà qui serait chamboulée. Mais chaque avancée porte un risque. Le succès de ces projets pourrait faire basculer l'Afrique dans une ère de renaissance ou attirer la foudre des puissances qui ont toujours profité du statu quo. Traoré joue sa vie sur ce pari. S'il réussit, il change l'histoire. S'il échoue, il rejoindra la longue liste de ceux que l'on a fait taire. Mais face à ces paris fous, comment les Burkinabés réagissent-ils ? Entre fierté nationale et doute, une nouvelle génération se lève, prête à tout bouleverser. Quand l'industrialisation attire les talents et redonne l'espoir à une génération, tout un pays bascule vers l'avenir. Les nouvelles usines sorties de terre au Burkina Faso ne sont pas que des bâtiments de béton et d'acier. Elles créent des centaines d'emplois directs, mais aussi tout un écosystème d'emplois indirects, transporteurs, fournisseurs, techniciens, restaurateurs. Concrètement, le chômage recule, et surtout un phénomène inédit s'accélère, la fuite des cerveaux s'inverse. Les jeunes, formés à l'étranger, reviennent. Ils croient à nouveau en leur pays et investissent dans des entreprises innovantes. Prenons l'exemple de cette application de transport local, développée par un jeune rapatrié de Turquie. Ce type d'initiative était impensable il y a quelques années, mais aujourd'hui, c'est la nouvelle normalité. Les talents de la diaspora reviennent bâtir l'économie nationale. Ce retour massif donne un signal fort. Le Burkina Faso ne se contente plus d'envoyer ses ressources ou ses enfants à l'extérieur. Désormais, le pays attire, rassemble, inspire. L'image du simple exportateur s'efface. Peu à peu, le Burkina Faso devient un acteur industriel influent, un modèle de souveraineté que regardent le Mali, le Niger et d'autres pays de la région. Ce mouvement commence à dépasser les frontières. Des voisins s'inspirent, rêvent à leur tour de contrôler leurs ressources, de créer leurs propres industries. Une nouvelle dynamique régionale voit le jour, portée par la réussite burkinabé et l'ambition partagée de briser les dépendances héritées de la colonisation. Mais attention, si ce train passe et que le pays hésite, c'est une chance historique qui s'évanouit. Rater ce tournant, c'est courir le risque de replonger dans la dépendance, de voir repartir ses talents et de laisser filer l'opportunité de rayonner sur tout le continent. Mais cette transformation peut-elle vraiment durer face aux menaces extérieures, aux pressions économiques et aux défis internes qui s'annoncent ?
Pour comprendre si cette renaissance peut survivre aux tempêtes, il faut regarder en face les obstacles qui menacent le rêve industriel burkinabé. L'avenir du Burkina Faso est-il entre les mains de son président ou de ses ennemis? Voilà la question qui hante désormais non seulement Ouagadougou, mais aussi les chancelleries occidentales, fascinées et inquiètes face à l'audace de la nouvelle génération africaine. En seulement 3 ans, Ibrahim Traoré a posé les bases d'un modèle inédit. Une souveraineté industrielle assumée, le contrôle stratégique des ressources et une mobilisation nationale jamais vue dans l'histoire récente du pays. Mais ce pari est-il durable, ou bien risque-t-il de s'effondrer sous les pressions extérieures comme tant de rêves africains brisés avant lui? Ce qui se joue ici dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Ignorer cet exemple, c'est accepter de continuer à subir un ordre mondial qui freine l'émancipation économique. Refuser de s'en inspirer, c'est négliger la puissance de la souveraineté collective et laisser d'autres décider de notre avenir commun. Et vous, face à ce tournant historique, pensez-vous que l'audace de Traoré doit servir de modèle pour les nations en quête de liberté économique? Ou croyez-vous que le prix à payer est trop élevé? L'histoire retiendra-t-elle le courage ou la chute? La réponse se construit dès aujourd'hui dans les choix posés par chaque citoyen.